Chapitre 1. La mise en place. La station silencieuse. Le village de Shendridge, niché au cœur de la campagne anglaise, n'attirait guère l'attention. Ses rues étaient étroites, bordées de modestes cottages, et ses habitants évoluaient au rythme lent et régulier de la vie rurale. La gare, petite et discrète, se trouvait à l'orée du village, son enseigne défraîchie par le temps. Les voies ferrées étaient entourées d'une épaisse végétation, et l'air était souvent imprégné d'une odeur de terre humide, cette humidité qui imprégnait tout, y compris l'âme même de ses habitants. C'était le début de l'automne, et la gare n'était pas encore pleinement animée. Le brouillard flottait dans l'air tel un épais rideau, étouffant le bruit du monde. Une silhouette solitaire apparut, debout au bord du quai. C'était un homme de taille moyenne, vêtu d'un costume gris foncé, visiblement confectionné par un tailleur qualifié. Ses chaussures brillaient d'un cirage digne d'un homme soucieux de son apparence. Son nom, encore inconnu, était M. Harlow, mais cela importait peu aux habitués de la gare, jusqu'à cet instant. M. Harlow, cependant, n'avait rien d'un voyageur ordinaire qu'on pourrait attendre dans une gare comme celle-ci. C'était un homme déterminé. Debout, la main nonchalamment posée sur sa canne, il semblait examiner les environs, son regard passant d'un point à l'autre avec une précision presque déconcertante. Son air détaché suggérait qu'il n'était pas étranger à l'attention ni à l'observation. Ses traits, beaux mais anguleux, traçaient peu ses pensées, mais une immobilité indéniable se dégageait de lui, comme s'il attendait que quelque chose ou quelqu'un se précise. Lorsqu'il eut pris place sur le banc sous l'abri, les quelques personnes présentes dans la salle d'attente de la gare avaient commencé à s'agiter. Parmi elles se trouvait Madame Prescott, une femme âgée passionnée de tricot, assise près du feu. Ses mouvements étaient lents et posés, tandis qu'elle tricotait ses fils de laine. Il y avait aussi M. Carlyle, le notaire local, un homme d'âge mûr à l'attitude calme et autoritaire. Il se tenait près du guichet, ajustant sa montre comme s'il attendait l'arrivée prévue du train. Le chef de gare, M. Fennel, s'activait, accomplissant ses tâches matinales, jetant de temps à autre un coup d'œil vers le quai. Il était là depuis des années, et le bourdonnement monotone et répétitif de la vie en gare avait engourdi ses sens. Pourtant, même lui sentait une étrange sensation d'inquiétude ce matin-là. De quoi s'agissait-il? Il ne pouvait le dire. À 9 heures, le train en provenance de Londres, toujours en retard de quelques minutes, était attendu. Le murmure de la foule en attente s'amplifia, un léger murmure de conversation oisive rompant le silence de la gare. Le rythme paisible et tranquille de la vie allait être perturbé, même si personne n'aurait pu prédire à quel point. Et puis, comme en réponse à une question muette, le train apparut enfin au loin. Il roulait lentement vers la gare de Shendridge, un nuage de vapeur traînant derrière lui comme un fantôme d'un autre temps. La cérémonie habituelle des arrivées suivit. Les passagers débarquèrent, le personnel de la gare s'agita. Mais ce fut le dernier passager à descendre du train qui allait changer le cours de la matinée, et peut-être de nombreuses vies. C'était une femme d'une élégance saisissante, sa silhouette se détachant sur la pâle lumière du matin. Vêtue d'un manteau de voyage vert foncé, le visage partiellement dissimulé par un voile, elle se déplaçait avec une grâce et une précision qui suggéraient qu'elle était habituée à l'attention, même si elle ne semblait pas la rechercher. Son regard, lorsqu'il se révélait brièvement, était sombre et intense, empreint d'une détermination à la fois calme et résolue. Son nom, à ce stade, n'avait plus d'importance, mais pour des raisons que Poirot finirait par comprendre, elle allait devenir la personne la plus cruciale de cet étrange événement. Alors que la femme descendait du train et faisait son premier pas sur le quai, elle marqua une pause. Un rapide coup d'œil à sa droite, et son regard se fixa sur la silhouette de M. Harlow, assis immobile sur le banc. Un bref échange eut lieu entre eux.
une reconnaissance silencieuse d'une compréhension mutuelle. Cela ne dura que quelques secondes, mais la tension était palpable. La femme hésita un instant, puis reprit sa marche, sans quitter M. Harlow des yeux. Le train s'éloigna du quai dans un sifflement, la vapeur s'échappant dans la brume. La gare, encore enveloppée de brouillard, était désormais lourde, comme si l'air lui-même était chargé d'impatience. Et puis, comme si le monde n'attendait que son signal, c'est arrivé. Le cri strident d'un sifflet brisa le calme. Un portier local, Thomas Weaver, fut le premier à le découvrir. Il se dirigeait vers la dépendance, une structure délabrée qui avait autrefois servi de remise à outils à la gare, lorsqu'il tomba sur le corps. L'homme, M. Harlow, gisait immobile, son corps formant un angle étrange, comme s'il avait été placé là délibérément. Ses yeux étaient là grands ouverts, fixant le ciel gris et terne, et sa main serrait toujours un morceau de papier, un horaire de gare, désormais taché d'une couleur plus sombre que l'encre. La vision était choquante et en un instant, la station silencieuse s'emplit de murmures frénétiques. La soudaineté de la découverte, l'immobilité du corps et le sang, impossible de confondre avec autre chose qu'un meurtre. Poirot, qui observait depuis l'ombre, sentit une lueur dans sa poitrine. Aucune blessure visible, aucune cause de décès évidente. Son premier réflexe fut qu'il ne s'agissait pas d'un crime passionnel, mais plutôt d'un crime d'une grande précision. Un meurtre soigneusement planifié, déclenché par un esprit aussi calculé que les pas du temps. Et puis, tandis que la foule commençait à se rassembler autour du corps, le regard de Poirot se porta de nouveau vers la femme en vert. Elle se tenait maintenant au bord de la foule, sa posture inchangée, mais son regard contenait quelque chose de différent, de la peur, de la culpabilité, ou peut-être quelque chose de bien plus profond, de plus insaisissable. L'esprit vif et calculateur de Poirot, déjà à l'œuvre, commença à assembler les pièces du puzzle. Il y avait plus que ce que l'on pouvait voir. Chapitre 2. Le crime. Une découverte soudaine et choquante. Le brouillard s'épaississait, enveloppant la gare d'une lourdeur presque suffocante. Alors que la scène à la gare de Shendridge se transformait en un brouhaha chaotique de voix, étouffé par le brouillard oppressant, Hercule Poirot, les yeux plissés par une intense concentration, s'avança avec une autorité calme, comme si l'atmosphère tumultueuse de découverte et de confusion n'avait aucun effet sur lui. Il avait le contrôle, son esprit déjà en activité, examinant méthodiquement chaque détail de son environnement. C'était étrange, pensa Poirot, qu'un meurtre puisse survenir si soudainement. Pourtant, pour un esprit exercé, il s'inscrivait toujours dans un plan soigneusement élaboré, une séquence d'actions que l'on pouvait retracer, telle une suite d'événements menant à une conclusion inévitable. Le corps de M. Harlow gisait dans la clairière près de la dépendance délabrée, un endroit où peu de gens s'aventuraient. Sa position semblait presque délibérée, même si l'absence de signes immédiats de violence rendait difficile de déduire la cause de son décès. Il n'avait été ni poignardé ni blessé par balle, aucune flaque de sang ne coulait sous lui, à l'exception de la tache sombre sur le coin de l'horaire de la gare qu'il serrait dans sa main. Poirot s'agenouilla, scrutant la scène avec une précision silencieuse qui fit hésiter même le chef de gare, M. Fenel, dans ses tentatives de maintenir l'ordre. « Y a-t-il autre chose ?» demanda Poirot avec son accent français ciselé, sa voix apaisante dans un océan d'hystérie grandissante. M. Fenel, visiblement troublé, secoua la tête. « Rien, monsieur. Nous avons vérifié. Aucun signe de lutte, aucune arme. Le pauvre homme, il s'est effondré. » Le regard du détective resta fixé sur le corps, son esprit calculant à une vitesse incompréhensible. Il y avait une immobilité particulière dans la façon dont Harlow était étendu, une tension anormale dans la position même de ses membres. On aurait dit qu'il avait été placé délibérément à cet endroit, plutôt que d'y être tombé accidentellement. Pourtant, il n'y avait aucune trace de force. Pas d'ecchymose, pas de marque, pas de lutte,
Pas de preuve tangible de violence. « Regardez, » continua Poirot d'une voix douce mais insistante, « le morceau de papier qu'il serre. Qu'est-ce que c'est ?» Monsieur Fennel se pencha et, avec la plus grande précaution, retira délicatement le papier des mains de l'homme. Il le tendit à Poirot pour qu'il l'examine. C'est un horaire de gare, mais il est mouillé. On dirait qu'il a plu. Poirot fronça légèrement les sourcils. Avec la délicatesse d'un chirurgien, il tendit la main, prit le papier des mains de monsieur Fennel et le déplia avec une aisance experte. Le papier, bien que déchiré sur les bords, ne présentait aucun signe de dommage grave. Mais ce n'était pas l'état de l'emploi du temps qui retint l'attention de Poirot, mais son heure de présentation. « Cet emploi du temps, » dit Poirot pensivement, sa voix trahissant une pointe d'intrigue. « Il n'a été imprimé qu'hier. Et pourtant, il désigna le coin où une petite tache d'encre avait taché le papier. Cette marque, cette décoloration, il tenait ce papier pendant qu'il se passait quelque chose. » L'observation du détective fut accueillie par un silence total, car personne d'autre ne pouvait immédiatement comprendre ce qu'il sous-entendait. Monsieur Fennel ouvrit la bouche pour parler, mais Poirot leva la main pour le faire taire. « Pas maintenant, » murmura Poirot, presque pour lui-même. Il se leva et regarda la foule, qui commençait à se rassembler de plus en plus nombreuse. Une vague de nervosité sous-jacente perceptible dans les murmures et les pas anxieux. Il y avait des choses plus importantes à considérer que la tension grandissante dans la gare. Le regard de Poirot parcourut lentement l'assemblée, chaque personne s'enregistrant dans son esprit. La vieille Madame Prescott avait repris place près du feu, mais elle semblait plus agitée. Maître Carlyle, l'avocat, observait le corps avec un dégoût visible, bien que son attitude fût celle d'un calme forcé. Et puis, bien sûr, il y avait la femme en vert, dont la présence persistait à l'écart de la foule. Son calme était presque inquiétant. Son regard, fixe et inébranlable, était désormais fixé sur Poirot. Le détective belge l'observa un instant avant de reporter son attention sur la scène. Elle était, il en était certain, un personnage clé de cette énigme. Mais pour l'instant, il y avait des choses plus urgentes. L'agent de police était arrivé, un homme corpulent nommé Hardy, dont la simple présence semblait ajouter à la confusion plutôt qu'apporter de la clarté. Il n'avait aucune formation en enquête criminelle, et ses tentatives de contrôle étaient, pour le moins, maladroites. Monsieur Fennel semblait être le principal interlocuteur, mais l'attention de Poirot fut attirée par une voix familière. « C'est une tragédie, n'est-ce pas, Poirot ?» dit une voix derrière lui. Poirot se retourna lentement, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres, à la vue du capitaine Arthur Hastings, arrivé juste à temps pour assister à l'agitation grandissante. Hastings, fidèle compagnon de l'intelligence vive de Poirot, dégageait une autorité naturelle, son allure militaire perçant l'incertitude du moment. « Il semblerait, mon ami, » répondit Poirot en s'écartant pour laisser Hastings approcher. « Mais les apparences sont souvent trompeuses. J'ai le pressentiment qu'il y a plus que ce que l'on voit. » Hastings hocha rapidement la tête, les yeux plissés en observant le corps. « On dirait que ce n'est pas un endroit pour un meurtre, ni pour aucun crime d'ailleurs. C'est tellement calme. »« Exactement, » dit Poirot. « C'est ce qui rend ce crime si intrigant. Son silence. Le meurtrier a choisi cet endroit pour une raison, capitaine. Mais la vraie question est de savoir pourquoi cet homme était là. » Il se tourna vers le corps, son regard perçant scrutant à nouveau les environs. Le quai vide, l'épais brouillard, la petite foule, tout cela suggérait un scénario soigneusement planifié. Le meurtre avait été perpétré dans l'ombre, dissimulé sous la façade paisible de la vie rurale. Poirot prit une profonde inspiration, son esprit retournant déjà les indices, comme les pièces d'un puzzle à assembler. L'horaire, l'absence de blessure visible, la position du corps. C'était une énigme, mais que Poirot était déterminé à résoudre. Alors qu'il se retournait vers la scène, le regard de Poirot se porta de nouveau sur la femme en vert. Cette fois, il soutint son regard un instant de plus,
Il y avait quelque chose chez elle, quelque chose dans son regard, qui lui laissait soupçonner qu'elle était plus impliquée dans cette tragédie qu'on ne voulait bien l'admettre. Son calme était presque trop parfait, trop maîtrisé. « Capitaine, » dit Poirot d'une voix calme mais ferme, « voyez-vous cette femme là-bas » Hastings hocha la tête. « Oui, c'est vrai. » « Et elle ?» Les lèvres de Poirot se pincèrent, son expression indéchiffrable. Observez-la attentivement. Elle en sait plus qu'elle ne le laisse paraître. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais Poirot savait qu'il valait mieux éviter de tirer des conclusions hâtives. Il y avait quelque chose de bien plus complexe en jeu, et il faudrait du temps pour le démêler. Pour l'instant, cependant, le jeu avait commencé. Chapitre 3. L'arrivée. Un nouvel esprit au travail. Un épais brouillard recouvrait le quai, créant une atmosphère fantomatique autour de la gare de Shendridge. On aurait dit que l'air lui-même avait absorbé la tension du moment, enveloppant tout d'un voile de mystère. Les détectives, professionnels et amateurs, évoluaient sur les lieux avec plus ou moins d'empressement, mais aucun avec autant de méthode qu'Hercule Poirot. Le chef de gare, M. Fennel, semblait de plus en plus agité. Le corps avait été transporté dans la petite salle d'attente, mais les rares preuves étaient insuffisantes pour tirer des conclusions. Il insistait néanmoins sur la nécessité de remédier à la gêne des villageois curieux. L'agent Hardy, l'agent de police local, semblait désemparé face à la foule grandissante. Si aucun d'eux n'était préparé aux subtilités d'une enquête criminelle, tous deux savaient une chose. Hercule Poirot était désormais impliqué, ce qui apportait un peu d'ordre à cette scène jusque-là chaotique. Poirot resta un instant immobile sur le quai, son regard sombre scrutant la gare. Il en observa chaque détail, la brume qui s'accrochait aux murs de pierre, les légères traces de suie laissées par le départ du train, et les petits rassemblements près de la salle d'attente. Pourtant, ce ne furent pas les environs tangibles qui retinrent son attention, mais le changement d'atmosphère, le malaise palpable qui semblait envahir tous les alentours. Tandis que l'agent fouillait dans son carnet, cherchant à organiser ses pensées, l'esprit de Poirot fonctionnait à toute vitesse, une machine à déduction en marche. Il avait déjà formulé plusieurs hypothèses, dont aucune ne pouvait être écartée. L'absence de signes de violence était curieuse. Il n'y avait ni armes, ni éclaboussure de sang, et pourtant M. Harlow était mort dans des circonstances suspectes. S'il s'était agi d'une crise cardiaque, les signes auraient été différents, comme une douleur ou une détresse soudaine. Mais son visage demeurait étrangement calme, figé dans ce regard terrible et vide. Plus Poirot réfléchissait, plus il comprenait que la clé de ce mystère ne résidait pas dans le corps lui-même, mais dans le moment et le lieu de sa découverte. Le calendrier, ce mince élément de preuve, semblait si insignifiant qu'on aurait pu le négliger. Pourtant, il avait retenu l'attention de Poirot. On aurait dit que la victime avait voulu qu'il soit retrouvé. Poirot se tourna vers le capitaine Hastings, qu'il avait discrètement rejoint au bord du quai, observant la scène avec son sang-froid habituel. « Mon ami, » dit Poirot d'une voix basse mais chargée de sens, « il reste encore beaucoup à découvrir. Nous n'avons découvert qu'une infime partie de l'énigme. Un homme ne meurt pas simplement dans une station tranquille, sans raison apparente, sans blessure visible. Sa mort s'inscrit dans un ensemble plus vaste, inextricablement lié. » Hastings, toujours avide d'apprendre, hocha la tête, même si son visage trahissait sa confusion. « Mais Poirot, la façon dont cet homme a été retrouvé, c'est déconcertant. Qu'est-ce qui a bien pu causer sa mort? Qu'est-ce qui a bien pu le rendre si immobile ?» Poirot marqua une pause et ajusta le nœud de sa cravate, ses doigts rapides et exercés. « Il y a de nombreuses causes de décès, mon ami. Certaines sont immédiates, d'autres lentes, d'autres, comme celle-ci, subtiles. Nous devons examiner toutes les possibilités, mais une chose est sûre. La victime savait quelque chose ou quelqu'un. Ce n'était pas un homme ordinaire en route vers un village tranquille. Il était là pour une raison. » Hastings regarda la petite foule, suivant du regard Poirot. « Vous soupçonnez l'un d'eux, n'est-ce pas ?
Quelqu'un ici » Les lèvres de Poirot s'étirèrent en un léger sourire, mais son regard restait perçant. « Ah, capitaine, telle était la question, n'est-ce pas ? Pour découvrir la vérité, il faut passer au crible les mensonges et les distractions. Il ne suffit pas de constater l'évidence. Il faut regarder plus loin. » Avant qu'Hastings puisse répondre, Poirot se dirigea vers la salle d'attente où le corps de M. Harlow avait été déposé. La porte était entr'ouverte, et Poirot s'arrêta sur le seuil, admirant le spectacle qui s'offrait à lui. Madame Prescott, toujours en train de tricoter, semblait s'être retirée dans ses pensées. M. Carlyle, l'avocat, se tenait près du coin, une main posée sur le menton, plongé dans ses pensées. Le regard de Poirot se posa sur la femme en vert. Elle se tenait au fond de la pièce, le visage à nouveau dissimulé par le voile. Mais sa posture, droite et posée, indiquait à Poirot qu'elle n'avait pas été ébranlée par les événements. Au contraire, elle semblait presque trop calme, trop indifférente à la scène qui se déroulait sous ses yeux. Une personne normale, pensa Poirot, serait choquée par la découverte d'un cadavre, surtout à une telle proximité. Le regard de Poirot s'attarda sur elle un instant encore avant de porter son attention sur le corps. L'agent parlait à M. Fennel, qui semblait de plus en plus anxieux. Poirot s'approcha du corps de M. Harlow, s'accroupissant pour l'examiner attentivement. Il tendit la main, saisit le bord de la veste de la victime et la souleva légèrement. Le tissu était encore chaud, mais la rigidité des muscles suggérait que la mort était survenue rapidement, mais sans violence. Poirot se leva, ses pensées s'éclaircissant. Il était temps de commencer l'interrogatoire. Il se tourna vers le groupe présent dans la salle. « Mes amis, dit-il d'une voix calme et autoritaire, j'aimerais m'adresser à chacun d'entre vous. Vous étiez tous présents lors de la tragédie. Il est impératif que je comprenne ce que chacun d'entre vous a vu ou n'a pas vu. Pour l'instant, nous n'aborderons pas les détails de la mort de M. Harlow. J'ai besoin de votre aide pour rassembler les faits. Le temps presse. » Un mouvement général se fit entendre tandis que le groupe hochait la tête, même si certains échangèrent des regards inquiets. La femme en vert n'avait pas bougé. Ses yeux, toujours cachés sous le voile, fixaient Poirot sans émotion. Son expression conservait un calme serein. Elle semblait la seule à ne pas au moins faire semblant d'être affectée par la situation. Les yeux perçants de Poirot se plissèrent imperceptiblement. Quelque chose chez elle, quelque chose qui avait attiré son attention plutôt, le rongeait. Il commencerait par elle. Mais avant cela, il se tourna vers le chef de gare. « Monsieur Fenouil, » commença Poirot, « dites-moi, à quelle fréquence le train arrive-t-il de Londres? Est-il à l'heure ?» Monsieur Fennel, visiblement nerveux mais désireux d'aider, hocha la tête. « D'habitude, il arrive à 8h30, mais ce matin, il a été retardé d'une vingtaine de minutes. Rien d'inhabituel, monsieur. » 20 minutes. Et monsieur Harlow était-il dans le train? La voix de Poirot resta ferme, malgré le ton un peu tranchant de la question. « Je crois que oui, » répondit M. Fennel, les sourcils légèrement froncés. « Il est entré avec les autres passagers, mais nous n'avons pas parlé. » Poirot hocha la tête pensivement, puis se tourna vers la femme en vert, toujours immobile. « Madame, » dit-il d'une voix ferme mais douce, « si vous voulez bien vous approcher, j'aimerais vous parler. » La femme, sans hésitation, s'approcha du détective. Ses pas étaient calmes, mesurés, et lorsqu'elle s'arrêta devant Poirot, elle baissa légèrement son voile pour révéler les contours de son visage. « Je comprends que ce soit une période difficile. » commença Poirot, son regard scrutant son visage avec la précision d'un faucon. « Mais je dois vous demander, connaissiez-vous M. Harlow? L'aviez-vous déjà rencontré ?» Sa réponse fut froide, presque trop froide. « Non, je ne le connaissais pas. » Poirot l'observa attentivement, les yeux légèrement plissés. « Tu es descendu du train et tu as vu son corps, c'est ça ?» La femme hocha la tête. « C'est vrai. » Poirot marqua une pause, l'observant attentivement. Son calme semblait en contradiction avec la situation, une petite pièce du puzzle que Poirot commençait déjà à assembler. Il reviendrait vers elle, mais pas tout de suite.
pas avant que les autres n'aient parlé. Et ainsi, avec les réponses cryptiques de la femme qui persistaient dans l'air, Poirot se tourna vers le groupe, prêt à commencer le délicat processus de découverte de leur vérité. Chapitre 4. Les questions commencent. Un réseau de secrets. Dans la salle d'attente de la gare de Shendridge, la tension était palpable, si palpable qu'elle semblait envahir tous les présents. Hercule Poirot, debout au centre de la salle, observait chacun tour à tour, son regard perçant analysant chacun de leurs mouvements, chaque tressaillement, chaque regard. Son esprit travaillait déjà, tirant des conclusions, formant des schémas et écartant les détails superflus. Chaque individu présent avait un rôle à jouer dans ce drame, et Poirot était déterminé à découvrir la vérité, pièce par pièce. Il resta là, attendant que le silence s'installe. Madame Prescott, la vieille dame qui tricotait près du feu, s'était arrêtée depuis longtemps, les mains jointes sur les genoux, jetant des regards furtifs aux autres. Monsieur Carlyle, l'avocat, restait debout près du coin le plus éloigné, l'expression indéchiffrable, bien que ses doigts tapotaient sans cesse la poche de son manteau. Le chef de gare, M. Fennel, rôdait nerveusement près de la fenêtre, tandis que l'agent Hardy s'agitait maladroitement près de la porte, visiblement dépassé. Le regard de Poirot s'attarda brièvement sur la femme en vert, dont l'air calme était presque troublant, contrastant avec l'atmosphère chargée qui l'entourait. Elle avait légèrement bougé, mais pas beaucoup, sa posture toujours aussi majestueuse, son voile occultant encore partiellement son visage. Poirot ne pouvait s'empêcher de se sentir au centre de tout, même si elle ne prononçait pas un mot. « Mes amis, » dit Poirot, rompant le silence de sa voix douce et posée, « l'heure est aux questions. La vérité est cachée parmi vous tous, mais ce n'est qu'en parlant franchement, en révélant vos pensées, que nous pouvons espérer la découvrir. » Madame Prescott cligna lentement des yeux, ajustant ses lunettes avant de répondre. « Je ne vois pas comment je peux vous aider. J'étais simplement assise près du feu, à m'occuper de mes affaires. Et puis, ce pauvre homme, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je n'ai rien vu, monsieur Poirot. » Poirot la regarda un instant, son visage exprimant un intérêt poli. « Ah, mais vous avez dû entendre quelque chose, non? Peut-être des pas, ou le sifflet du train. Quelque chose d'inhabituel ?» Madame Prescott secoua lentement la tête, la voix tremblante. « Non, je n'ai rien entendu d'inhabituel. C'était calme, trop calme, à mon avis. Je tricotais et je ne fais pas trop attention au bruit, vous savez. Le brouillard donne l'impression que tout cela est lointain, non? Comme si on était dans un autre monde. » Poirot acquiesça d'un léger signe de tête, même s'il n'était pas pleinement satisfait. La vieille femme semblait plutôt inoffensive, mais il savait qu'il valait mieux ne pas congédier qui que ce soit si facilement. Tout le monde avait des secrets. Certains les cachaient simplement mieux que d'autres. Son regard se porta sur M. Carlyle, qui semblait de plus en plus mal à l'aise sous cet examen minutieux. Les lèvres de l'avocat se pincèrent, et il ajusta son col comme si le poids du regard de Poirot était trop lourd à porter. Poirot laissa s'écouler un bref silence entre eux, avant de reprendre la parole. « Monsieur Carlyle, » dit Poirot d'un ton calme, « vous êtes arrivé en train de Londres avec monsieur Harlow, n'est-ce pas? Dites-moi, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel chez lui? Un comportement, quelque chose qui pourrait suggérer qu'il était en détresse ou qu'il anticipait quelque chose ?» Carlyle marqua une pause, les doigts immobiles un instant avant de répondre. « Il hésita, puis s'éclaircit la gorge. « Je ne lui ai guère prêté attention. Il y avait plusieurs passagers dans le train, et M. Harlow restait discret. C'était un homme discret, pas du genre à attirer l'attention. Mais... » Sa voix s'éteignit, une ombre de gêne traversant son visage. Mais j'ai remarqué qu'il semblait... troublé peut-être. Il ne parlait à personne, pas même au chef de gare à son arrivée. Le regard de Poirot s'éclaira. « Et quand êtes-vous arrivé, monsieur Carlyle? À quelle heure le train devait-il arriver à Shendridge ?» Carlyle fronça les sourcils, réfléchissant. « Je crois que le train devait arriver à 8h30, mais il avait 21 minutes de retard, je crois. »
Je ne me souviens plus exactement de l'heure à laquelle nous sommes arrivés, mais il était encore tôt, bien avant 9 heures. Je le sais. Et à quelle heure avez-vous vu M. Harlow pour la dernière fois avant sa mort malheureuse ? Demanda Poirot. Carlyle se tortilla, mal à l'aise. Comme je l'ai dit, c'était un homme réservé. Je ne lui ai pas parlé après notre débarquement. J'étais préoccupé par mes affaires. Je travaillais sur une affaire, voyez-vous. Poirot leva la main pour l'interrompre gentiment. Oui, je comprends. Le travail d'un homme le consume souvent. Mais avez-vous vu M. Harlow après avoir quitté le train ? Ou peut-être pendant qu'il était sur le quai ? Carlyle sembla fouiller dans sa mémoire pour trouver une réponse, mais finit par secouer la tête. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas. Je me dirigeais vers la salle d'attente, et après ça, je ne l'ai plus revu jusqu'à ce qu'on le retrouve dehors. Poirot fit un pas en arrière, son esprit assimilant cette nouvelle information. L'avocat cachait quelque chose. C'était clair. Mais quoi ? Était-ce de la peur ou quelque chose de plus profond ? Peut-être un lien avec la victime qu'il refusait de révéler. Il se tourna vers le chef de gare qui rôdait nerveusement près de la fenêtre. Monsieur Fennel s'éclaircit la gorge et s'avança, son regard se portant sur les autres personnes présentes dans la pièce. « Eh bien, Poirot, commença monsieur Fennel, la voix légèrement tremblante, je peux vous dire que tout semblait normal à l'arrivée du train. J'étais de service, comme d'habitude, et monsieur Harlow était le seul passager qui paraissait différent, je suppose. Il sembla hésiter avant de poursuivre, comme s'il ne savait pas trop quoi révéler. À son arrivée, j'ai remarqué qu'il semblait nerveux. Mais ce n'est pas inhabituel pour quelqu'un qui arrive en gare, n'est-ce pas ? Le train était en retard, et j'imagine que cela l'a perturbé. Le regard de Poirot se posa sur le visage du chef de gare. « Dites-moi, monsieur Fennel, monsieur Harlow semblait-il attendre quelqu'un ? Ou peut-être avait-il été suivi par quelqu'un pendant qu'il était sur le quai ?» Fenouil fronça les sourcils, pensif, secouant la tête. « Je n'ai vu personne, monsieur. Il était seul à son arrivée. Personne ne l'attendait, et il n'a même pas cherché à parler à qui que ce soit. Je n'y aurais pas prêté attention si je ne l'avais pas vu regarder si souvent par-dessus son épaule. On aurait dit qu'il attendait quelqu'un, ou qu'il craignait d'être observé. J'ai trouvé ça bizarre, mais il n'y a pas grand-chose à faire, n'est-ce pas ? » L'esprit de Poirot s'emballa tandis qu'il assimilait cette nouvelle information. Il semblait que M. Harlow avait quelque chose, ou quelqu'un à craindre. La question, bien sûr, était « Pourquoi ?» Son regard se porta à nouveau sur la femme en vert, restée silencieuse tout au long de l'interrogatoire. Son air calme et posé semblait de plus en plus déplacé. Elle n'avait pas encore donné de réponse, mais Poirot sentait que son esprit travaillait derrière son regard froid et réservé. Il s'avança vers elle, lentement mais sûrement. « Madame, » dit Poirot d'une voix douce mais insistante, « vous êtes restée très silencieuse. Peut-être avez-vous quelque chose à nous dire. Après tout, vous avez dû être témoin de quelque chose dans le train, ou à la gare qui pourrait vous être utile. » La femme en vert ne broncha pas, même si ses yeux vacillèrent un instant, comme un éclair derrière eux. Elle se tourna vers Poirot, le regard calme et mesuré, comme si elle se demandait si elle devait parler ou non. « Je ne sais pas pourquoi on me le demande, » répondit-elle d'une voix basse, presque trop posée. « J'étais juste une passagère. Je suis arrivée, j'ai vu la scène et j'ai été choquée. C'est tout. Que puis-je vous dire de plus ?» L'expression de Poirot ne changea pas. « Ah, mais madame, vous n'étiez pas une passagère comme les autres, n'est-ce pas ? Vous étiez la dernière à descendre du train, et vous étiez présente lorsque le corps de M. Harlow a été découvert. Vous avez sûrement dû voir quelque chose. » À cet instant, un grand fracas les interrompit. La porte de la salle d'attente s'ouvrit brusquement. L'agent Hardy se précipita à l'intérieur, le visage blême de panique. « Monsieur Poirot, vous devez voir ceci immédiatement. » Poirot se retourna brusquement, son esprit calculant déjà les possibilités tandis qu'il se dirigeait vers la porte. « Voyons ce qui est si urgent, gendarme. » Chapitre 5. Les fausses pistes. Un suspect évident trompe la police.
L'urgence soudaine dans la voix de l'agent Hardy provoqua un vague de malaise dans la foule rassemblée dans la salle d'attente. Poirot, l'esprit déjà en pleine activité, se redressa et suivit l'agent, le léger claquement de ses chaussures sur le sol en pierre résonnant dans le silence du commissariat. Hastings, fidèle compagnon, lui emboîta le pas. « Poirot, que se passe-t-il ? Qu'ont-ils trouvé ?» demanda-t-il d'une voix inquiète. Poirot, cependant, ne répondit pas immédiatement. Ses pensées s'emballaient, reconstituant les éléments de l'affaire. La situation autour du corps de M. Harlow était étrange, mais en vérité, c'étaient les agissements des gens autour de lui qui intriguaient davantage l'inspecteur. Le fait que tout le monde dans ce petit commissariat semblait si prudent, chacun cachant juste assez pour entretenir les soupçons de Poirot. Il y avait quelque chose, quelqu'un, qui cachait quelque chose. Lorsqu'ils atteignirent la porte de la salle d'attente, l'agent Hardy était déjà à l'intérieur, parlant d'un ton pressant à M. Fennel. Le chef de gare se frottait les tempes, le visage rouge d'anxiété. Le regard perçant de Poirot embrasa rapidement la scène. Là, par terre, devant Hardy, se trouvait un petit morceau de papier froissé, les bords déchirés et tachés. Poirot s'agenouilla et, d'un geste précis, ramassa le papier. C'était un emploi du temps, sans aucun doute, mais ce n'était pas celui que M. Harlow tenait plus tôt. C'était un tout autre papier. Celui-ci était beaucoup plus ancien, l'encre était passée, les coins étaient recourbés par le temps. Il semblait avoir été jeté à la hâte, comme si quelqu'un avait tenté de le cacher. « C'est curieux », murmura Poirot. Il le déplia soigneusement, son regard scrutant les détails imprimés avec une précision rapide. Les dates avaient quelque chose d'étrange. L'emploi du temps, bien qu'ancien, avait été mis à jour au moins une fois ces derniers mois, mais il présentait des divergences avec l'actuel. « Qu'y a-t-il, Poirot ?» demanda Hastings, la voix plus alarmée. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Poirot se leva lentement, l'air pensif. « Cet horaire, capitaine, il ne date pas d'aujourd'hui, il date du mois dernier, mais il ne s'agit pas seulement d'une date. Les inscriptions sur le papier suggèrent que quelqu'un l'utilisait pour suivre des trains spécifiques, des trains non répertoriés dans l'horaire habituel. » Poirot parcourut à nouveau le papier du regard, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait le rapprocher de la vérité. « Il faut découvrir qui avait ce programme, » ajouta Poirot d'un ton ferme, l'esprit désormais absorbé. « Quelqu'un ici l'avait. Quelqu'un ici préparait quelque chose. » Il se tourna vers le groupe, les yeux légèrement plissés. « Ceci, je crois, est la première des nombreuses pièces de ce puzzle. » Mais Hastings, toujours prompt à voir l'évidence, anticipait déjà. « Vous ne pensez tout de même pas que M. Harlow avait cet emploi du temps sur lui, n'est-ce pas ? Il ne semble pas correspondre à celui qu'il avait auparavant. » Poirot sourit légèrement, mais son expression était dénuée d'humour. « Ah, Hastings, parfois les réponses évidentes sont celles qu'il faut le plus remettre en question. Mais non, M. Harlow ne portait pas cet emploi du temps. La question, je crois, est de savoir pourquoi quelqu'un d'autre l'avait. » À cet instant, M. Fennel s'éclaircit la gorge, la voix tendue par la frustration. « Mais qui cela pouvait-il bien être ? Je n'ai vu personne d'autre. » Près de M. Harlow lorsque le corps a été retrouvé. Et je ne crois pas que quiconque ait eu accès au commissariat au moment du meurtre. Il n'y avait aucun signe d'intrus. Le regard de Poirot se tourna vers le chef de gare, son regard perçant et déterminé. « Monsieur Fennel, vous oubliez une chose. Un meurtre est rarement commis par quelqu'un qui souhaite être vu. Le tueur se cache à la vue de tous, souvent parmi ceux qu'on soupçonne le moins. Et vos propres actions, monsieur Fennel, en disent plus que vous ne le pensez. » Le chef de gare tressaillit à l'accusation de Poirot, mais avant qu'il puisse répondre, Hastings intervint d'une voix calme mais insistante. « Poirot, vous n'insinuez pas que Fennel est impliqué, n'est-ce pas ?» Poirot ne répondit pas directement à Hastings. Il recula, scrutant à nouveau la pièce du regard. « Je ne prétends pas que M. Fennel soit le meurtrier, capitaine, mais il cache quelque chose qu'il ne veut pas que nous sachions. » Avant qu'Hastings puisse exprimer ses pensées,
L'agent Hardy s'avança, le visage pâle, mêlé de peur et de confusion. « Monsieur, il y a autre chose. Quelque chose d'étrange. » Le regard de Poirot se reporta sur l'agent, son intérêt piqué. « Qu'y a-t-il, agent ?» Hardy s'agita, mal à l'aise, avant de poursuivre. « La femme en vert, celle qui est descendue du train avec M. Harlow. Elle est partie. » À ces mots, le silence se fit dans la salle. Hastings regarda Poirot avec un mélange d'incrédulité et de frustration. « Partie ? Comment ça, partie ? Comment a-t-elle pu partir si soudainement ?» Poirot, bien que son expression fût restée calme, était concentré sur lui-même, analysant tous les scénarios possibles. La femme en vert, la seule personne qui semblait insensible au chaos, celle qui était restée silencieuse, observant l'enquête se dérouler, avait soudainement disparu. « Que veux-tu dire par partie, Hardy ?» demanda Poirot d'une voix hachée. « Je ne sais pas, monsieur. J'ai regardé autour de moi et elle avait disparu. La porte était déverrouillée et elle n'est pas dehors non plus. J'ai vérifié au poste. Elle a dû filer dehors pendant qu'on n'y prêtait pas attention. » Le regard de Poirot se porta vers la fenêtre, son esprit s'agitant à toute vitesse. Une disparition soudaine n'était jamais une coïncidence dans son monde. C'était une déclaration. C'était un message. Et le message semblait désormais clair. La femme en vert n'était pas une simple spectatrice innocente. Elle était impliquée dans cette affaire, peut-être plus profondément qu'on ne l'imaginait. La femme en vert. Elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître, dit Poirot doucement, presque pour lui-même. Il faut la retrouver, tout de suite. Sa voix était teintée d'urgence et Hastings, bien que toujours perplexe, passa immédiatement à l'action. Je vais organiser une recherche à la station. Elle n'a pas pu aller bien loin. Poirot secoua la tête, l'esprit déjà éveillé. Non, capitaine, des recherches ne suffiront pas. Cette femme n'est pas idiote. Elle a soigneusement planifié sa disparition, et elle ne sera pas retrouvée si facilement. Ce qu'il faut, c'est penser comme elle. Nous devons retracer ses pas. Nous devons comprendre où elle est allée et pourquoi. Hastings le fixa un instant, puis hocha la tête, comprenant peu à peu. Tu as raison. Il faut bien réfléchir. Le tueur ou la personne qui sait quelque chose est parmi nous, et je pense qu'elle sait exactement ce qui est arrivé à M. Harlow. Poirot se tourna de nouveau vers le chef de gare, les yeux légèrement plissés. « Monsieur Fenouil, cet horaire, cet indice, ne sont pas les seuls éléments qui nous mènent vers une vérité cachée. Je veux que vous me disiez tout ce que vous savez sur la femme en vert. Son nom, la raison de son voyage, ses relations, tout. Plus de secrets. » Monsieur Fenouil hésita, la bouche ouverte et fermée, comme s'il cherchait les mots justes. Je ne connais pas son nom, monsieur. Elle est arrivée en train, et je n'y ai pas prêté attention. Elle semblait voyager seule. Le regard de Poirot se durcit. « Monsieur Fenouil, vous l'avez vue plus d'une fois. Vous avez dû remarquer quelque chose chez elle, peut-être quelque chose à son arrivée. Était-elle accompagnée? Y avait-il quelque chose d'inhabituel dans son comportement ?» Fenouil s'agita, mal à l'aise. Elle est descendue du train en silence, comme tout le monde. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui me faisait penser qu'elle n'était pas une voyageuse ordinaire. Quant au reste, je crains de ne pas en savoir beaucoup. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Poirot recula, repensant aux faits. La femme en vert s'était esquivée, mais cela ne signifiait pas qu'elle était hors de sa portée. Au contraire, cela la rendait plus dangereuse. Les réponses étaient là, cachées à la vue de tous, attendant d'être découvertes. Et Poirot les trouverait. Il lui suffisait de temps et de ces petites cellules grises. Chapitre 6. Un indice détaillé. Le geste, la parole, le temps. Le vent s'était levé, hurlant à travers les fenêtres closes de la salle d'attente. Un froid mordant s'était installé, celui qui s'accrochait aux os, et rendait le brouillard encore plus dense. À l'intérieur, cependant, la chaleur du feu vacillant dans un coin ne parvenait guère à apaiser la tension palpable qui planait dans la pièce comme un épais brouillard. Poirot se tenait près de la fenêtre, les mains jointes dans le dos, scrutant la scène extérieure comme s'il attendait que quelque chose, ou quelqu'un, se révèle.
Son esprit, cependant, n'était pas concentré sur la météo. Il était, comme toujours, concentré sur l'affaire en cours. Hastings se tenait à proximité, plongé dans ses pensées, son regard oscillant entre Poirot et les autres personnes présentes. Monsieur Fennel, visiblement encore secoué par les récents événements, était assis à une table près de la porte, se tordant nerveusement les mains. Madame Prescott, la vieille dame, avait repris son tricot depuis longtemps, même si ses mouvements étaient devenus plus erratiques, comme si la tension ambiante l'avait également affecté. Monsieur Carlyle, l'avocat, restait silencieux, les sourcils froncés par la concentration, sans qu'on sache vraiment s'il était perdu dans ses pensées ou s'il évitait simplement de regarder qui que ce soit. Poirot se tourna vers eux, balayant le groupe du regard. « Je vois que nous sommes tous à la croisée des chemins, n'est-ce pas? L'affaire n'est pas simple, et plus on tarde, plus on s'embrouille. » Hastings hocha la tête et s'avança. « Je ne comprends pas, Poirot. Il y a quelque chose qui nous échappe, n'est-ce pas? La femme en vert a disparu. Mais pourquoi? Pourquoi est-elle partie si soudainement? » Le regard de Poirot s'adoucit, mais sa voix resta ferme. « Ah, Hastings, la question n'est pas de savoir pourquoi elle est partie, mais plutôt pourquoi elle est restée. La femme en vert n'était pas une simple passagère du train. Non, elle faisait partie de cette histoire bien avant la mort prématurée de M. Harlow. Elle savait quelque chose, ou quelqu'un, lié à cette gare, à cet endroit. » Hastings cligna des yeux. « Tu dis qu'elle faisait partie d'un plan? Que ce n'était pas un hasard? » »« Exactement, » répondit Poirot, sa voix tranchante comme une lame. « Rien dans la vie n'est vraiment dû au hasard, mon ami. Surtout pas quand il s'agit de meurtre. » Les mots restaient suspendus dans l'air. L'esprit de Poirot bouillonnait, repassant les détails de l'affaire, repassant tout ce qu'il avait observé jusque-là. L'emploi du temps, le comportement étrange de M. Harlow, la disparition soudaine de la femme, tout était lié. Il en était certain. La question était, quel était exactement le lien? Poirot se tourna vers M. Fennel, qui l'observait avec anxiété. « Monsieur Fennel, dites-moi encore une fois, quand avez-vous vu la femme en vert pour la dernière fois ?» Fenouil déglutit difficilement avant de répondre. « Je l'ai vue à son arrivée. Elle n'a pas beaucoup parlé à personne. Elle s'est juste assise au fond de la salle d'attente et a attendu. Elle ne semblait pas pressée. Mais ensuite, je ne l'ai pas vue partir. Jusqu'à maintenant, quand l'agent a annoncé son départ. » Poirot fronça légèrement les sourcils. « Tu n'as rien remarqué d'étrange? Rien du tout? Un mot qu'elle a dit? Un geste qu'elle a fait? Un regard dans ses yeux ?» Fenouil hésita. « Eh bien, maintenant que tu le dis, elle a bien regardé autour d'elle, comme si elle cherchait quelqu'un. Mais il se peut qu'elle ne connaisse pas la station. Il n'y a rien d'inhabituel à cela, n'est-ce pas? » Les lèvres de Poirot s'étirèrent en un mince sourire. « Ah, mais voyez-vous, monsieur Fenouil, c'est précisément là que vous vous trompez. Ce sont les choses les plus ordinaires qui révèlent souvent les vérités les plus extraordinaires. Un regard, un mot, un geste. C'est souvent dans ces détails que réside la réponse. » Il se tourna vers le reste de la salle, son regard balayant chaque personne tour à tour. « Je crois que chacun ici cache quelque chose. Un petit détail, un souvenir fugace, un regard passager. Tout cela peut paraître insignifiant, mais ce n'est pas le cas. Rien, dans ce cas, n'est insignifiant. » Poirot marqua une pause, laissant le silence s'installer dans la pièce avant de poursuivre. « Je vais devoir m'entretenir à nouveau avec chacun de vous. Vous devez me raconter tout ce que vous savez, tout ce que vous avez vu. Pour la première fois, je vais vous demander d'examiner attentivement vos souvenirs. Qu'avez-vous entendu? Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous ressenti? » Hastings, qui observait Poirot en silence, prit la parole. « Poirot, je crois comprendre. Vous cherchez un schéma, un indice dans le moindre détail. » Poirot hocha la tête. « Exactement, mon ami. Un petit détail est souvent la clé de tout. Ça peut paraître insignifiant au premier abord, mais une fois tous les détails rassemblés, ils révèlent la vérité. »
Poirot se tourna ensuite vers Madame Prescott, qui tricotait d'un air distrait. « Madame, commença-t-il d'une voix douce mais autoritaire, vous avez mentionné précédemment n'avoir rien remarqué d'inhabituel, mais je dois vous demander de reconsidérer votre position. Avez-vous entendu quelque chose? Un mot prononcé par quelqu'un? Un ton de voix? Un bruit peut-être qui a retenu votre attention ?» Madame Prescott leva les yeux vers lui, son tricot figé sur ses genoux. Elle parut pensive un instant, puis secoua la tête. « Non, rien de tel. Je ne crois pas. Mais, maintenant que tu le dis, j'ai entendu une voix douce, de l'autre côté de la pièce. C'était bref, comme un murmure. Mais ça n'a pas duré longtemps. Je pensais que c'était juste le vent dehors, mais maintenant, je me demande si c'était autre chose. » Les yeux de Poirot s'illuminèrent de compréhension. « Un murmure, dites-vous? Une voix, faible, mais distincte ?» Madame Prescott hocha la tête, les yeux écarquillés par la réalisation. « Oui, c'est vrai, mais je ne pensais pas que ça signifiait quelque chose. » Le regard de Poirot se tourna vers lui tandis qu'il assimilait cette nouvelle information. Un murmure. Provenait-il de la femme en vert? Ou peut-être de quelqu'un d'autre dans la pièce? Se pourrait-il que la victime, M. Harlow, ait parlé à quelqu'un avant sa mort? « Dites-moi, Madame Prescott, avez-vous vu quelqu'un près de M. Harlow juste avant la découverte du corps ?» demanda Poirot d'une voix ferme. Madame Prescott hésita, son regard se portant sur les autres personnes présentes. « Je n'ai vu personne, mais c'est difficile à dire. J'étais concentré sur mon tricot. » L'esprit de Poirot s'emballa. Le murmure, le petit geste. Il y avait quelque chose qui clochait. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Se tournant vers le groupe, Poirot reprit la parole, d'une voix calme mais pressante. « Ce murmure, cette voix douce, c'est important. Je crois qu'il venait d'un proche de M. Harlow, quelqu'un qui était présent dans la pièce juste avant sa mort. » Il se tourna vers M. Carlyle. « Et vous, M. Carlyle, avez-vous entendu quelque chose? Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel ?» Le visage de Carlyle pâlit à la mention de la question. Il se tortilla, mal à l'aise, jetant un coup d'œil aux autres. « Non, rien. Je n'ai rien vu. » Les yeux de Poirot se plissèrent, ses soupçons grandissant. L'avocat cachait quelque chose, mais quoi? Le puzzle devenait plus clair. Les détails, les murmures, les petits gestes, tout commençait à s'intégrer dans un tableau plus vaste. Poirot savait qu'il était proche, mais la pièce finale lui échappait encore. « N'oubliez pas, chaque détail compte, » dit Poirot d'une voix douce mais ferme. « Le plus petit indice peut nous mener à la vérité. » Sur ce, l'esprit de Poirot se tourna à nouveau vers la femme en vert. Sa disparition n'était pas une coïncidence. Son rôle dans le drame qui se déroulait à la gare de Shendridge était bien plus important qu'on ne l'avait imaginé. Chapitre 7. D'autres mensonges font surface. Affaires secrètes, motivations financières, querelles amères. Le feu crépitait dans un coin de la pièce, projetant de longues ombres sur la petite salle d'attente de la gare de Shendridge. Poirot se tenait debout, le dos droit, observant le groupe avec le calme d'un homme ayant maintes fois observé les ténèbres de la nature humaine. Il avait écouté, posé des questions, recueilli des informations, mais il savait maintenant, avec certitude, que le moment était venu de scruter plus en profondeur la vie de ceux qui étaient réunis ici. La disparition soudaine de la femme en vert avait été troublante, mais Poirot avait déjà commencé à reconstituer son importance dans l'énigme. Cependant, elle n'était pas la seule à mériter un examen plus approfondi. Il y avait d'autres secrets à découvrir, enfouis sous des façades polies et des vies soigneusement organisées. Des secrets qui, au final, révéleraient la vérité sur le meurtre de M. Harlow. Se détournant de la fenêtre, Poirot fit à nouveau face au groupe. Madame Prescott, toujours assise près du feu, avait repris son tricot, même si ses mains tremblaient légèrement. M. Carlyle, l'avocat, se tenait près de la fenêtre, la posture tendue,
Il essayait, sans y parvenir, de dissimuler le frémissement nerveux de ses doigts. Monsieur Fennel, le chef de gare, restait debout près de la porte, le regard errant entre les autres, comme s'il cherchait une issue. Chacun d'eux faisait partie de la toile, et chacun avait un rôle à jouer dans cette sombre histoire. Le regard de Poirot se porta d'abord sur M. Carlyle. « Vous, Monsieur Carlyle, dit-il d'une voix douce mais ferme, vous avez été plutôt silencieux, n'est-ce pas ?» Carlyle se raidit, mais le regard de Poirot était implacable. « Il y a quelque chose que vous ne nous dites pas, n'est-ce pas? Vous êtes un homme de loi, un homme d'ordre. Et pourtant, j'ai le sentiment que vous nous cachez une affaire de la plus haute importance. Une affaire qui pourrait expliquer pourquoi M. Harlow s'est retrouvé dans ce village tranquille, au bord de nulle part. » Le visage de Carlyle perdit toute couleur, mais il reprit rapidement son calme. Il rajusta sa cravate et s'éclaircit la gorge. « Je n'ai rien à cacher, Poirot. J'ignore pourquoi M. Harlow est venu ici, ni pourquoi il a été assassiné. Je connaissais à peine cet homme. » Poirot hocha lentement la tête et fit un pas en avant. « Un avocat, monsieur, est formé pour rechercher les faits. Mais parfois, les faits ne sont pas tout ce qu'on voit. Parfois, il faut regarder au-delà des apparences, vers les non-dits, vers les choses cachées. » Les yeux de Carlyle se plissèrent, ses lèvres pincées. « Qu'insinuez-vous, Poirot? Que je suis lié à ce meurtre, que je cache quelque chose. » Poirot sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « J'insinue, monsieur Carlyle, que vous cachez peut-être quelque chose de bien plus personnel que vous ne le pensez. Je crois que votre lien avec M. Harlow est plus profond que vous ne le laissez paraître. » La réaction de Carlyle fut immédiate. Sa mâchoire se serra et ses jointures blanchirent, tandis qu'il agrippait le rebord de la fenêtre. « Vous avez tort. Je connaissais à peine cet homme. Nous n'avions aucun lien. Aucun. » Poirot soutint son regard, imperturbable. « Mais il y a un lien, n'est-ce pas? Un lien que vous préférez garder secret. Peut-être financier, peut-être affectif, qui sait. Mais il y a quelque chose entre vous et M. Harlow, quelque chose qui a conduit à sa présence ici, dans cette gare, dans cette ville. » Un silence s'installa dans la pièce, rompu seulement par le crépitement du feu. M. Fennel s'agita, mal à l'aise, son regard oscillant entre Poirot et Carlyle. Madame Prescott leva brièvement les yeux de son tricot, une lueur de curiosité s'échappant de son regard. Mais il était clair que l'avocat n'était pas prêt à avouer. Poirot, toujours patient observateur, poursuivit d'une voix calme. « Monsieur Carlisle, vous avez été quelque peu évasif, et votre attitude suggère que vous souhaitez cacher quelque chose. Je crois que vous connaissiez M. Harlow mieux que vous ne le dites. Peut-être aviez-vous un intérêt financier dans ces affaires, un avantage que vous auriez pu tirer de sa mort. » Le visage de Carlyle s'empourpra de colère. « C'est absurde. Je n'ai jamais eu affaire à M. Harlow, et sa mort ne m'a certainement pas été bénéfique. Vous devez vous tromper, Poirot. » Le regard de Poirot ne vacillait pas. « Je ne fais pas d'erreur, monsieur Carlyle. Les faits parleront d'eux-mêmes, avec le temps. » Carlyle ouvrit la bouche pour parler, mais Poirot leva la main pour l'arrêter. « Parlons plutôt de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui cache peut-être encore plus de choses. » Hastings, qui avait suivi l'échange avec attention, prit la parole. « Poirot, à qui faites-vous référence ?» Poirot se tourna vers Madame Prescott, étrangement silencieuse depuis le début de l'interrogatoire. Les mains de la vieille dame ne tremblaient plus, mais son visage était devenu pâle, comme si la conversation l'avait perturbé plus qu'elle ne le laissait paraître. « Ah, Madame Prescott, » dit Poirot d'un ton doux mais insistant. « Vous êtes restée si silencieuse. Peut-être pourriez-vous me dire quelque chose sur M. Harlow. Après tout, vous faites partie de cette station. Vous vivez ici, et vous devez en savoir plus que vous ne nous en avez dit. » Madame Prescott leva brusquement les yeux écarquillés. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je ne sais rien de M. Harlow. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien vu d'inhabituel. Je tricotais, c'est tout. » L'expression de Poirot resta inchangée, malgré son regard perçant.
Peut-être, Madame Prescott, n'avez-vous pas vu ce qui était inhabituel. Peut-être n'avez-vous pas entendu ce que vous auriez dû entendre. La vérité n'est pas toujours évidente au premier abord, mais à bien y regarder, à écouter attentivement, on commence à voir ce que les autres ne voient pas. Madame Prescott déglutit nerveusement, les mains tremblantes, reprenant son tricot. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur Poirot. Il n'y a rien à dire. J'ai vécu ici toute ma vie, et la mort de monsieur Harlow n'a rien d'étrange. C'est juste une tragédie, un terrible accident. Poirot haussa un sourcil. Un accident? Vous pensez que la mort de monsieur Harlow était un accident? Madame Prescott hésita, son regard se portant sur les autres personnes présentes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose d'étrange, non? Toute la station, les gens ici. Il y a toujours quelque chose qui cloche. C'est comme ça. Le regard de Poirot s'intensifia. Madame Prescott, je crois que vous en savez plus que vous ne voulez bien l'admettre. Il y a une histoire ici, n'est-ce pas? Une histoire de secrets, d'affaires, de choses enfouies sous la surface. Peut-être que M. Harlow en savait trop, ou peut-être était-il sur le point de découvrir quelque chose que personne ne voulait révéler. Les lèvres de Madame Prescott tremblaient, tandis qu'elle tentait de garder son sang-froid, mais Poirot lisait la peur dans ses yeux. La vérité, semblait-il, commençait enfin à faire surface. Monsieur Harlow, il était en couple, n'est-ce pas? Insista doucement Poirot. Quelqu'un près de cette station, quelqu'un que vous connaissez. Le visage de Madame Prescott pâlit davantage, et l'espace d'un instant, Poirot crut qu'elle allait craquer. Mais au lieu de cela, elle se redressa et soutint son regard. « Je ne sais rien de sa vie privée, monsieur Poirot. Je le jure, je ne sais que ce que j'ai vu. » Poirot hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait à ces paroles. « Très bien. Mais je crois que les réponses sont proches, Madame Prescott. Plus proches que vous ne le pensez. » Se détournant d'elle, Poirot parcourut la pièce du regard, s'arrêtant brièvement sur M. Fennel. Le chef de gare évitait son regard, fixant la porte comme s'il se souhaitait un tout autre départ. La voix de Poirot se réduisit à un murmure. « Monsieur Fenouil, il y a des rumeurs, n'est-ce pas? Des rumeurs de vieilles querelles, de disputes entre familles du quartier. La station a connu bien des tensions. Vous devez bien savoir quelque chose à ce sujet, à propos de l'arrivée de M. Harlow. Était-ce planifié? Était-il attendu? » M. Fenouil se tortilla, mal à l'aise, le visage rouge. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Je n'ai aucune idée de ce qui l'a poussé à venir. Il n'était pas attendu, à ma connaissance. C'était juste un voyageur comme les autres. » Les yeux de Poirot se plissèrent. Un autre voyageur. C'était vraiment tout ce qu'il était. La bouche de M. Fenouil s'ouvrit, puis se referma. Il ne dit rien, mais son silence en dit long. Poirot se tourna vers le groupe, les pièces du puzzle commençant à se mettre en place. Il y avait des mensonges, des gros, des petits, et chacun le rapprochait de la vérité. La question n'était plus de savoir s'ils étaient déconnectés, mais comment Poirot trouverait la réponse, peu importe le nombre de secrets qu'ils essayaient de garder enfouis. Chapitre 8. Le tournant émotionnel. Les secrets dévoilés. La tension était palpable dans la pièce. Seul résonnait le crépitement du feu et le léger bruissement du tricot de Madame Prescott, qui continuait d'éviter le contact visuel avec les autres. L'atmosphère avait changé, un malaise palpable s'installant chez tous les présents. Les questions de Poirot commençaient à saper les fondements du récit soigneusement construit de chacun, et un à un, ces fondements montraient des signes de fissure. Il se tenait au centre de la pièce, observant attentivement ses suspects. Chacun d'eux avait quelque chose à cacher. Chacun jouait un rôle dans un drame bien plus vaste qu'il ne le pensait. Poirot savait que pour découvrir la vérité, il lui faudrait percer les couches de tromperie, les couches de peur que chacun d'eux était si déterminé à entretenir. Son regard se posa sur M. Carlyle, de plus en plus agité. L'avocat était resté silencieux une bonne partie de la soirée,
Mais Poirot voyait bien que le poids de ses propres secrets pesait sur lui. Carlyle avait évité les questions de Poirot, éludant la vérité par des réponses évasives. Mais la patience de Poirot commençait à s'épuiser, et il savait qu'il était temps de faire pression. « Monsieur Carlyle, » dit Poirot d'une voix calme mais ferme, « je crois que vous cachez plus que votre simple lien avec monsieur Harlow. Il y a quelque chose, quelqu'un, au cœur de ce mystère, et je crois que vous savez qui est cette personne. Il est temps, monsieur, de dire la vérité. » Le visage de Carlyle s'assombrit, et pour la première fois, Poirot lut une lueur proche de la peur dans son regard. L'avocat prit une profonde inspiration, ses doigts tremblant légèrement en serrant le tissu de sa veste. « Je vous ai dit tout ce que je savais, Poirot, » dit-il d'une voix tendue, bien qu'elle n'ait plus la conviction qu'elle avait auparavant. « Il n'y a rien de plus. » Poirot s'approcha d'un pas, sans quitter Carlyle du regard. « Ne me mentez pas, monsieur. Vous ne trompez personne. Vous cachez quelque chose qui pourrait expliquer l'arrivée de monsieur Harlow ici et sa mort. De quoi avez-vous si peur ?» Carlyle recula légèrement aux paroles de Poirot, sa respiration se faisant par à-coups courts et superficielle. Il était clair qu'il était au bord de la dépression. Finalement, avec un soupir vaincu, il baissa la tête et parla d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu as raison, » dit-il d'un ton cassant. « Je te cache quelque chose, mais ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une question d'argent ou de complot. C'est à cause d'elle. » Il y eut un silence, tandis que tous les présents se penchaient, impatients d'entendre la révélation. L'expression de Poirot s'adoucit légèrement, la satisfaction d'avoir enfin percé limpide dans ses yeux. « Elle ? Qui est cette « elle », monsieur ?» Carlyle déglutit difficilement, puis croisa enfin le regard de Poirot. « C'est ma femme, Béatrice. Elle était avec monsieur Harlow. » Un soupir collectif s'éleva dans la salle. L'implication planait dans l'air comme un nuage noir, et Poirot sentit la vive piqûre de la vérité percer les couches de mensonge. Béatrice, la femme en vert. « Votre femme ?» répéta Hastings en regardant Carlyle avec incrédulité. « Mais vous avez dit que vous connaissiez à peine monsieur Harlow. » La mâchoire de Carlyle se crispa et pendant un instant, il sembla lutter pour contrôler ses émotions. « Je ne le connaissais pas comme elle, jusqu'à récemment. J'ai découvert il y a quelques semaines qu'ils se fréquentaient dans mon dos. Je l'ai confrontée, mais elle a nié, bien sûr. Mais je le savais. Je le voyais dans ses yeux. » Poirot observa attentivement l'avocat. « Et qu'avez-vous fait quand vous l'avez appris, monsieur Carlyle ? Avez-vous confronté monsieur Harlow ?» Carlyle secoua la tête. « Non, je ne voulais pas faire de scène. Je ne voulais pas tout gâcher. Mais quand Béatrice est partie pour Londres, j'ai découvert qu'elle le rencontrait. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Elle a dit qu'elle se servait de lui juste pour se sortir de ses dettes. Mais je ne la crois pas. C'était plus que ça. Elle... » Il hésita, la voix brisée. Poirot s'approcha, les yeux plissés de compréhension. « Elle... Quoi, monsieur Carlyle ?» Le visage de Carlyle se tordit de colère et de frustration. « Elle prévoyait de me quitter. Je le savais. Et quand j'ai découvert qu'elle avait rendez-vous avec Harlow, j'ai pensé qu'elle préparait peut-être quelque chose de pire. Elle allait me quitter pour lui et tout emporter avec elle. Je ne suis pas idiot. Je sais comment ça marche. » Poirot hocha lentement la tête, reconstituant l'histoire. « Et c'est pour ça que tu es venu à Shendridge. Pour l'affronter, pour découvrir la vérité. » Carlyle hésita puis hocha la tête. « Oui, je savais qu'elle serait là. Elle était déjà venue au commissariat. Je pensais trouver des preuves de sa liaison avec Harlow, ce qui me donnerait un moyen de pression. » Le silence retomba dans la salle, chacun absorbant le poids de la révélation. L'esprit de Poirot s'emballait, intégrant cette nouvelle information à la trame plus vaste de l'affaire. La femme en vert, Béatrice Carlyle, était la clé. Elle avait été au cœur de la tempête depuis le début,
mais il était désormais clair qu'elle avait ses propres motivations. « Et quand M. Harlow est mort, poursuivit Poirot d'une voix calme, vous pensiez... quoi? Qu'il avait été assassiné à cause de ses liens avec votre femme? » Carlyle tressaillit à cette suggestion. « Non, je n'y ai jamais pensé. Je ne pensais pas que quelqu'un le tuerait. Mais quand j'ai appris sa mort, je n'étais pas vraiment bouleversé. » Les yeux de Poirot s'écarquillèrent de surprise. « Tu n'étais pas contrarié ?» Carlyle secoua la tête, son visage mêlant culpabilité et soulagement. « Je ne l'ai pas tué, je le jure. Mais, d'une certaine manière, je me sentais, je ne sais pas, soulagé. » Il était parti, et je n'aurais plus à m'inquiéter pour lui. Béatrice ne me quitterait pas pour lui. Elle devrait rester avec moi désormais. Hastings, qui observait la scène avec une incrédulité croissante, prit la parole. « Mais si ce n'est pas vous qui l'avez tué, Poirot, qui l'a fait ?» Poirot se tourna vers le groupe, l'esprit bourdonnant tandis que les dernières pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. « Ce n'est pas M. Carlyle qui a tué M. Harlow, mais un proche, quelqu'un qui avait tout à perdre, quelqu'un qui était suffisamment désespéré pour faire n'importe quoi. » Le groupe retint son souffle tandis que Poirot poursuivait, son regard naviguant entre les suspects. « C'était Béatrice, n'est-ce pas? C'est elle qui voulait la mort de M. Harlow. C'est elle qui était prête à tout pour protéger ses secrets. » Le visage de Carlyle se vida de ses couleurs tandis que les paroles de Poirot s'imposaient. Il ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Il était trop abasourdi pour parler. La voix de Poirot se réduisit à un murmure, tandis qu'il posait doucement la main sur l'épaule de Carlyle. « C'est clair maintenant, monsieur Carlyle. Vous n'êtes pas le meurtrier, mais votre femme. C'est votre femme qui a orchestré tout ça. » Le visage de Carlyle se tordit d'incrédulité, mais les paroles de Poirot firent l'effet d'un marteau, brisant l'épais mur de culpabilité qui entourait l'avocat. Il savait que sa femme cachait quelque chose. Mais penser qu'elle était capable d'un tel crime, c'était insupportable. Poirot se tourna vers la porte, l'esprit déjà rivé à la prochaine étape de l'enquête. « Nous devons la retrouver, monsieur. Nous devons retrouver Béatrice avant qu'il ne soit trop tard. » Chapitre 9. Le piège. Le plan de Poirot pour découvrir la vérité. L'air dans la petite salle d'attente de la gare était plus lourd que jamais. Une tension palpable planant comme un épais brouillard. Poirot venait de lâcher une bombe. Le véritable coupable, le cerveau du meurtre de M. Harlow, était resté caché à la vue de tous depuis le début. La salle semblait figée d'incrédulité, le poids de la vérité s'installant, laissant chaque personne présente à bout de nerfs. Le capitaine Hastings, toujours prompt à agir, s'avança le premier, le regard rempli d'urgence. « Poirot, vous n'êtes pas sérieux. Vous croyez que Béatrice Carlyle a assassiné M. Harlow. Mais pourquoi le ferait-elle? Qui gagnerait-elle » Poirot se tenait près de la fenêtre, les mains soigneusement croisées derrière le dos, observant le brouillard s'abattre sur le quai. Il avait toujours été patient, mais même lui sentait la vive piqûre du temps qui le rongeait. Il fallait agir vite. La révélation de l'implication de Béatrice marquait un tournant, mais ce n'était pas la fin. Non, il restait encore beaucoup à découvrir. Il fallait agir vite avant qu'elle ne disparaisse à nouveau, cette fois pour de bon. « Mon cher Hastings, » dit Poirot d'une voix calme et méthodique, « vous savez aussi bien que moi que les raisons d'un meurtre ne sont jamais aussi simples qu'elles le paraissent à première vue. Madame Carlyle a beaucoup à perdre. Sa réputation, sa sécurité et sa liberté. Elle a dû se sentir acculée. Si elle entretenait une liaison avec M. Harlow et si elle envisageait de quitter son mari, on imagine aisément le désespoir qu'elle a dû ressentir lorsque les choses ont commencé à se dégrader. » Hastings hocha la tête, mais une lueur de doute persistait dans son regard. « Mais comment a-t-elle réussi? Comment a-t-elle fait pour que ça ressemble à un accident? Il reste encore tant de questions sans réponse. » Poirot se détourna de la fenêtre et regarda Hastings d'un regard calme mais déterminé. « Ah, c'est là où nous divergeons, mon ami. Je ne crois pas un instant que ce soit un accident.
Et je ne crois pas un instant que ce soit un crime spontané. Non, c'était planifié. Les paroles de Poirot restèrent en suspens, et Hastings ne put que le regarder avec admiration. Son esprit explorait les possibilités à toute vitesse, mais Poirot, comme toujours, avait le don de percer le voile de l'incertitude. L'esprit du détective fonctionnait avec précision, ses petites cellules grises tissant un réseau de logique et de déduction. Les murmures, l'emploi du temps, les émotions de M. Carlyle, continua Poirot presque à lui-même. Tout cela suggère une chose. Béatrice savait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait un plan, et elle l'a exécuté avec soin, manipulant tout son entourage, y compris son propre mari. Elle l'a utilisé comme bouclier. « Mais pourquoi est-elle partie si soudainement, Poirot ?» demanda Hastings, encore perplexe. « Si elle avait tout prévu, pourquoi a-t-elle fui? Pourquoi n'a-t-elle pas fini ce qu'elle avait commencé ?» Poirot sourit faiblement, une expression entendue traversant son visage. « Voilà, mon ami, la question à laquelle nous devons répondre. La vérité est toujours cachée au grand jour. Mais je crois avoir la réponse. » Poirot marqua une pause pour l'effet, la salle se faisant encore plus silencieuse tandis qu'il prononçait sa déclaration suivante. « Béatrice n'est pas seulement une meurtrière. C'est une femme qui craint de perdre le contrôle, une femme prête à tout pour le garder. Et dès que la mort de M. Harlow a commencé à se dévoiler aux yeux des autres, elle a compris que sa propre culpabilité était en train d'être révélée. La pièce semblait se refermer, les murs semblaient se refermer, lourds de tension. L'esprit de Poirot s'emballait plus vite que jamais. La fuite de Béatrice, sa disparition soudaine, n'était pas le signe d'une femme coupable fuyant les conséquences de ses actes. Non, c'était le signe de quelqu'un qui réalisait que son plan avait échoué et qui s'était laissé prendre dans sa propre toile. Hastings sembla enfin comprendre. « Tu crois qu'elle court parce qu'elle sait qu'on est proche ?» Le sourire de Poirot s'épaissit, mais il n'y avait aucune joie. Seulement la précision froide d'un détective qui avait déjà vu trop d'affaires comme celle-ci. « Exactement, mon ami. Béatrice fuit parce qu'elle sait que nous sommes sur ses traces. Mais la vraie question est, où ira-t-elle? Et pourquoi n'a-t-elle pas déjà fui le pays ?» Poirot se tourna vers le chef de gare, M. Fennel, qui se tenait tranquillement dans un coin, les mains crispées par l'impatience. « Monsieur Fennel, » commença Poirot d'un ton presque désinvolte, « dites-moi, y a-t-il eu une activité inhabituelle à la gare ces dernières heures? Des signes indiquant que quelqu'un aurait tenté de partir précipitamment ?» Le visage de Fennel pâlit, mais il secoua la tête. « Je n'ai rien vu d'inhabituel, monsieur. » Mais sa voix s'interrompit, les sourcils froncés comme si quelque chose venait de lui venir à l'esprit. « J'ai remarqué que le train pour Londres, l'un des derniers, partait tôt ce soir. Il est généralement à l'heure, mais ce soir, il avait quelques minutes d'avance. Une étrange coïncidence, je suppose. » Poirot plissa les yeux. C'était le détail qu'il recherchait. Un train qui part tôt, intriguant. Son esprit commença à relier les points, chaque pièce du puzzle se mettant en place avec précision. « Dites-moi, monsieur Fenouil, y avait-il un passager dans ce train qui semblait déplacé? Quelqu'un qui n'était peut-être pas censé monter à bord ?» Le regard de Fennel parcourut nerveusement la pièce avant de se poser sur Poirot. « Il y avait une passagère, monsieur, une femme en manteau sombre. Elle semblait pressée. Je n'ai pas bien vu son visage, mais elle était partie avant que la station ait eu le temps de s'en apercevoir. » Serait-ce elle? Béatrice, je veux dire. Le visage de Poirot resta impassible, mais la lueur dans ses yeux en disait long. « Je crois que c'était bien lui, monsieur Fenouil. C'était Béatrice Carlyle, et elle fuit les conséquences de ses actes. Elle a dû penser que partir plus tôt nous égarerait, mais au lieu de cela, elle nous a menés droit à elle. » Poirot se tourna vers Hastings, qui avait suivi chacun de ces mots avec une intensité croissante. « Nous avons notre chemin maintenant, Hastings, mais nous devons agir vite. Béatrice ne sera pas facile à trouver. Elle est rusée et désespérée. Elle connaît les enjeux et elle fera tout pour s'échapper. »« Mais comment l'attraper ?» demanda Hastings, la question restant en suspens. « Comment la ramener avant qu'elle ne disparaisse complètement ?» Les yeux de Poirot brillaient de la perspicacité d'un homme qui avait déjà élaboré un plan.
On lui tend un piège, bien sûr, un piège qui l'attirera jusqu'au poste, où on pourra l'attraper et la démasquer pour ce qu'elle était vraiment. Le plan était simple mais efficace. Ils utiliseraient la seule chose pour laquelle Béatrice était la plus susceptible de revenir, celle-là même qu'elle fuyait. La vérité. Poirot se tourna vers M. Fennel d'une voix calme et autoritaire. « Il va falloir réserver une série de billets pour Londres. L'un des trains sera retardé. Juste un peu, juste assez pour qu'elle pense avoir le temps de monter à bord. Et à son arrivée, nous l'attendrons. » Hastings fronça les sourcils. « Tu crois qu'elle va se laisser prendre ?» Poirot sourit sans toutefois y voir la moindre trace d'humour. « Ah, Hastings, elle le fera. Les gens sont des créatures d'habitude, et le désespoir aveugle souvent même les esprits les plus intelligents. Nous ne traquons pas un imbécile, mais une femme qui croit nous avoir déjà déjoués. » Le piège était tendu. Poirot avait fait acheter une série de billets au nom de Béatrice, s'assurant ainsi que, si le train arrivait en retard, elle pourrait s'échapper en toute confiance. Le plan était subtil mais astucieux, exactement le genre de ruse dont Poirot savait qu'elle fonctionnerait. Béatrice n'avait aucun moyen de savoir que Poirot avait une longueur d'avance sur elle, et il ne restait plus qu'à attendre. Les minutes s'écoulaient. Poirot se tenait au bord du quai, le regard perçant et concentré. Il était prêt à la prendre sur le fait. Le brouillard était épais, mais Poirot avait l'esprit clair. Il avait tendu le piège parfait, et l'acte final de ce drame allait bientôt se dérouler. Chapitre 10. La révélation. Le piège se referme. La soirée s'écoulait lentement, la faible lumière du jour déclinant filtrait à travers l'épais brouillard qui s'accrochait à la gare de Shendridge. Le calme habituel de la ville tranquille était désormais teinté d'un bourdonnement d'anticipation, comme si chaque instant était imprégné de l'inéluctabilité de ce qui allait arriver. Poirot, figure incarnée de la patience, se tenait au bord du quai, scrutant du regard le chemin où Béatrice Carlyle, la femme au centre de cet enchevêtrement, était attendue. Il avait soigneusement tendu son piège, sachant que le moindre détail pouvait faire la différence entre le succès et l'échec. Hastings se tenait à proximité, un mélange d'anxiété et de curiosité se lisant sur le visage. « Poirot, dit-il à voix basse, crois-tu qu'elle reviendra ce soir ? Après tout ce qu'on a fait pour la mettre sur la piste, je ne peux m'empêcher de me demander si on ne la sous-estime pas. » Poirot esquissa un léger sourire, presque imperceptible. « Ah, mon ami, ne sous-estimez jamais la prévisibilité de la nature humaine. Le désespoir pousse les gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Ils agissent par peur, et la peur les aveugle à la vérité qui se trouve juste devant eux. » Hastings hocha la tête, son regard se portant nerveusement vers les voies, tandis que le faible sifflement d'un train en approche résonnait dans le brouillard. La gare était maintenant plongée dans un silence étrange, comme si le monde avait retenu son souffle par anticipation. L'attitude de Poirot était calme, presque sereine, mais une certaine acuité dans son regard trahissait l'intensité de sa concentration. « Le train aura exactement 6 minutes de retard, » dit Poirot en regardant sa montre. « Ça lui laissera juste le temps de croire qu'elle l'a raté, juste le temps de céder à son désespoir et de prendre une décision hâtive. » Le piège était simple, mais le timing devait être parfait. Poirot avait demandé au chef de gare, M. Fennel, de retarder le train de quelques minutes, sous prétexte d'un problème mécanique. Rien de trop évident, mais suffisant pour faire croire à Béatrice qu'elle avait une dernière chance de s'échapper. Si elle était vraiment coupable, Poirot savait qu'elle reviendrait à la gare, incapable de résister à l'attraction du train qui pouvait l'éloigner du lieu du crime. Les minutes s'écoulaient. Le regard de Poirot ne vacillait pas. Il était habitué à attendre que les pièces du puzzle se mettent en place, à attendre le moment où la vérité ne pourrait plus être niée. Mais même lui ressentait le poids du silence. La gare de Shendridge, si familière à ceux qui la traversaient, ressemblait désormais à une scène de théâtre, le dernier acte se déroulant d'une manière inattendue. Finalement, le bruit des roues du train s'amplifia à mesure qu'il approchait, ses phares fendant le brouillard comme une lance.
Le rythme cardiaque de Poirot resta stable, calme, même, mais au fond de lui, il savait que c'était l'heure de vérité. C'était le moment où le plan réussirait ou échouerait. Soit Béatrice tomberait dans le piège, soit elle s'éclipserait dans la nuit. Et puis, juste au moment où le train apparut, le regard de Poirot aperçut une silhouette émergeant de l'ombre de la gare. C'était elle, Béatrice. Elle se déplaçait avec une rapidité qui trahissait son urgence, son regard scrutant les alentours comme si elle cherchait quelqu'un ou quelque chose. Elle avait ôté le voile qu'elle portait plus tôt, son visage désormais entièrement visible. Aucune trace de panique ne se lisait sur son visage, mais une tension évidente transparaissait dans sa posture. Elle s'efforçait de paraître calme, mais Poirot voyait clair. Elle était pressée, comme si chaque instant comptait. Le train était sa bouée de sauvetage, la seule chose qui pouvait la transporter loin de son passé, du meurtre qu'elle avait commis. Poirot s'avança, sa présence attirant son attention. Elle se figea un instant, son regard rivé sur le sien. Elle eut un bref aperçu de reconnaissance, mais elle le masqua rapidement sous une indifférence éprouvée. Mais Poirot en avait assez vu. « Ah, Madame Carlyle, » dit Poirot d'une voix calme mais tranchant le brouillard comme une lame. « Je me demandais quand vous décideriez de montrer votre vrai visage. » Béatrice eut le souffle coupé, mais elle reprit rapidement son calme. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur Poirot, » dit-elle d'une voix douce, mais avec un ton un peu forcé. « Je n'ai rien fait de mal. »